Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition, une édition spéciale ici en direct et jusqu'à vendredi en direct du salon Educatec à Paris Expo, porte de Versailles. Le rendez-vous, vous le savez, incontournable de l'innovation pédagogique. On en parle dans un instant, mais d'abord au programme aujourd'hui. Comment utiliser au mieux les écrans à la maison? Quelles sont les règles à adopter aussi et les conseils à suivre pour un usage maîtrisé du numérique au sein des foyers? Voilà quelques-unes des questions que se pose notre partenaire, le Clémy, avec sa série La famille tout écran, dont on regarde un nouvel épisode dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, elle est là parmi nous aujourd'hui en plateau, Lisa de Bernard. Bonjour Lisa. Bonjour Philippine, bonjour à tous. Ravie de vous retrouver. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui on va parler de Google qui a dévoilé accidentellement sa future nouvelle IA. Merci beaucoup, on en parle avec vous dans un instant. Et puis initier les jeunes aux enjeux de l'intelligence artificielle. Voilà l'un des grands thèmes de cette nouvelle édition du Salon Educatec sur lequel, je vous l'ai dit, on se trouve en direct aujourd'hui. Et c'est vrai, l'intelligence artificielle transforme déjà le monde de l'éducation en offrant de nouveaux outils pour enseigner, pour apprendre aussi, mais aussi en posant des questions importantes pour l'avenir de l'apprentissage. Alors comment former justement les jeunes pour qu'ils deviennent des acteurs responsables de cette révolution technologique? Comment intégrer aussi l'intelligence artificielle dans les pratiques pédagogiques pour préparer les élèves aux métiers et aux enjeux de demain? On en parle avec notre invité, il s'appelle Raphaël Prévost. Bonjour Raphaël. Bonjour Philippine. Vous travaillez pour Entreprendre pour apprendre, une association que vous allez nous présenter dans un instant. Vous êtes le directeur national de cette association. On en parle ensemble dans un instant, juste après le focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique au sein des foyers avec notre partenaire le Clémy et un nouvel épisode de sa série La famille tout écran. On regarde un nouvel épisode tout de suite. Chérie, on y est presque. Et voici le 12e épisode de Choses étranges. C'est parti. Je sais pas comment ils font. Moi, j'ai tellement sommeil. J'ai verrouillé la porte. On vous a pas vu depuis ce matin, la situation devient dangereuse, on doit intervenir. On comprend, c'est votre série préférée, mais là c'est n'importe quoi. En plus, Juliette, elle nous avait des épinards pour ce midi. J'aime pas les épinards. Et qui va m'aider pour mes maths aussi? Non, il y a une drôle d'odeur dans la chambre de Mélina. J'ai dit que j'aime pas les épinards. Sortez prendre l'air, il y a plein de choses à faire. Non, gardez la maison pour vous, mais ici c'est notre territoire, on y fait ce qu'on veut. Exactement. Ok, vous ne laissez pas le choix. Puisque toute la maison est à nous, ça comprend le disjoncteur. Bon bah, c'est bon, vous avez gagné. On sort. Les plateformes vidéo vous poussent à enchaîner les épisodes de séries. Ce gavage a des effets néfastes sur votre sommeil et votre alimentation. Il est indispensable d'apprendre à vous réguler. Montrez l'exemple. Vous êtes censé être déguisé en quoi? Bah, on est les personnages de la série Choses étranges. J'ai vu les choses étranges, ouais. Il y a un gars. Bonne soirée déguisé. Allez, toute autre chose à présent. Si la maîtrise des compétences numériques est devenue indispensable pour lutter contre la fracture numérique, comment intégrer les nouvelles technologies dans nos nouvelles approches justement pédagogiques? Est-ce que l'intelligence artificielle, par exemple, pourrait y prendre toute sa place? On en parle tout de suite avec notre invité dans la première partie du talk. Et notre invité justement aujourd'hui, je le rappelle, Raphaël Prévost, directeur national d'Entreprendre pour apprendre. Alors EPA, c'est une fédération d'associations présente sur tout le territoire français, à la fois en métropole mais aussi en outre-mer, dont la mission, c'est d'aider les jeunes à révéler en fait leur potentiel grâce à des projets pédagogiques autour de l'entrepreneuriat, de la collectivité aussi. Votre programme phare, on ne le présente plus, c'est celui de la mini-entreprise. Vous permettez à des jeunes de créer leur entreprise alors qu'ils sont à l'école, au collège ou au lycée. Et justement, en lien avec le thème du salon aujourd'hui, ce programme, celui de la mini-entreprise, je comprends qu'il peut aussi aider à rendre le numérique éducatif un peu plus accessible, un peu plus responsable aussi auprès des jeunes. Tout à fait, merci d'abord pour l'invitation. Donc Entreprendre pour apprendre, effectivement une fédération de 17 associations régionales qui réalisent des parcours pédagogiques dans les établissements scolaires, donc principalement des collèges et des lycées. C'est de la pédagogie active, donc le principe c'est qu'on accompagne un groupe de jeunes
donc collège et lycée, de l'idéation jusqu'à la commercialisation de leur idée. Donc ça s'appelle une mini-entreprise. La création d'entreprise n'est pas une fin en soi. Nous, on se positionne comme un partenaire de l'orientation des jeunes. Et notre mission, c'est d'aider les jeunes à entreprendre leur vie, à développer leurs compétences entrepreneuriales, d'accord, mais aussi les compétences psychosociales. Et dans ce cadre-là, il nous a semblé fondamental de faire évoluer notre programme et d'intégrer progressivement, en fait, tous les bienfaits de la technologie et du numérique. On a une conviction profonde dans le réseau Entreprendre pour apprendre, c'est que la technologie, quand elle est bien utilisée, elle a un potentiel formidable pour pouvoir aider les jeunes, mais aussi les enseignants, à aller plus vite, à aller plus loin. Et donc c'est pour ça qu'on est présent cette année à Educatech, parce qu'on lance pour la première fois, et je crois qu'on est une des premières associations à proposer ça, un programme qui va intégrer l'intelligence artificielle. Et quand on dit intégrer à l'intelligence artificielle, c'est aider les jeunes à se former à une utilisation raisonnable et raisonnée de l'intelligence artificielle, mais aussi à utiliser l'intelligence artificielle dans le design de leurs solutions. Donc c'est un pas très important pour nous et un virage, j'allais dire, qui est aussi naturel parce que cette idée-là, en fait, elle s'inscrit, nous, très concrètement, dans un parcours qu'on a au niveau européen, puisqu'on fait partie d'un réseau qui s'appelle Junior Achievement, qui travaille avec la Commission européenne pour tout ce qui est éducation au numérique. Et ce programme, Entreprendre avec l'IA, fait partie de ce parcours européen. Alors justement, merci pour cette introduction. Comment concrètement ça se passe pour ces élèves? Qu'est-ce qui va changer par rapport à votre programme initial, mini-entreprise? Ils vont apprendre à utiliser l'intelligence artificielle au service, en tout cas, de la création d'une entreprise, c'est ça? Exactement. On va d'abord les former, c'est-à-dire on va s'appuyer sur une des forces historiques d'Entreprendre pour apprendre, qui est que les programmes de mini-entreprise font appel à des mentors. Des mentors qui viennent du monde socio-économique. Donc ça peut être des entrepreneurs ou entrepreneureux, ça peut être des chefs d'entreprise, ça peut être des salariés. Et on a eu l'occasion lors du salon d'en rencontrer un certain nombre qui sont volontaires. On va du coup en fait s'appuyer sur des mentors qu'on va appeler des mentors experts, qui ont une compétence, et une compétence technique, plutôt du hard skills, sur l'intelligence artificielle pour venir dans les établissements scolaires, former les élèves et former les professeurs qui seront ceux qu'on va accompagner. Juste pour vous donner un ordre d'idée du programme, on va accompagner pendant 1 an et demi 4000 jeunes, de 16 à 25 ans. Donc on démarre sur une tranche d'âge un petit peu plus adulte, qui est une façon pour nous aussi de prototyper le programme et de voir dans quelle mesure on arrivera après à le proposer à des classes d'âge un peu plus jeunes. Mais l'apport de ces mentors, c'est essentiel parce que nous, on n'est pas des spécialistes de l'intelligence artificielle. Par contre, à Educatech, il suffit juste de traverser l'allée pour en voir partout des spécialistes de l'intelligence artificielle. Et donc c'est ces mentors-là qui vont accompagner les profs et les jeunes pour les former, et après, tout au long de la mini-entreprise, donc de l'idéation au prototypage et après à la commercialisation, à utiliser l'IA comme un outil en fait d'aide à la décision, un outil de diagnostic, un outil de formulation de solutions. C'est une sacrée révolution quand même, tout ça. Exactement. Aussi, à la fois pour ces jeunes, mais voir aussi qu'au-delà du secteur de l'éducation et de leurs cours, leur apprentissage, des révisions, etc., l'intelligence artificielle peut aussi avoir une vraie utilité, en tout cas dans le monde professionnel et au service de l'entrepreneuriat, et c'est ce que vous faites très justement. Il y a aussi quelque chose qui m'a marqué, c'est que ce programme, vous le concentrez sur un secteur qui est le secteur agroalimentaire. C'est pas commun de choisir ce secteur-là pour démarrer. Pourquoi ? Alors, la raison, elle est simple. Je vous parlais tout à l'heure du réseau européen. Notre action, elle s'inscrit dans le cadre du plan d'action de l'UE pour l'éducation numérique, et qui est bâti après par thématique ou par métier. Et nous, l'appel d'offres auquel on a répondu et qui a donné lieu à un cofinancement par l'Union européenne et un partenaire privé, c'est les métiers de l'agriculture amont et aval. Et qui est pour nous un formidable défi. Pourquoi ? Parce que une des forces d'Entreprendre pour apprendre, c'est son ancrage territorial. Et quand on parle métier agricole amont-aval, je pense que c'est un vrai défi de se dire, une formidable opportunité, de se dire, mais en fait, la technologie, elle s'applique d'abord et avant tout sur des métiers d'avant. Quand on parle IA et on parle de technologie et numérique, on dit souvent métier d'avenir, métier d'avenir. C'est vrai. C'est vrai. Et moi, j'ai coutume de dire que 50% des collégiens qui rentrent au collège vont exercer un métier qui n'existe pas. Donc c'est vrai que la donnée des métiers d'avenir, elle est fondamentale. Mais il faut penser aussi aux 50% qui sont des métiers existants. Et donc nous, on s'est dit, on va prendre cette opportunité-là et on va faire réfléchir les jeunes. Et donc c'est plutôt des lycéens professionnels ou du post-bac sur des lycées agricoles ou des BTS agricoles qui vont être amenés à se dire comment je peux utiliser l'IA pour réinventer le métier et redonner aussi une valeur
aux métiers de l'agriculture en amont et en aval. Bien sûr, qui peuvent paraître has-been ou très éloignés aussi de ces jeunes que vous allez former. Donc c'est quelque part, quand vous disiez tout à l'heure que vous êtes un acteur de l'orientation, et je vois Lisa qui hoche la tête, mais c'est intéressant d'avoir votre avis, Lisa, d'ailleurs. Vous avez eu des cours de création de mini-entreprises quand vous étiez au collège ou au lycée? Pas du tout, et je pense qu'effectivement, c'est un projet qui peut plaire aux élèves. Donc allons-y, que plus de structures le proposent, ça serait génial. Bah oui, donc vous allez commencer avec 4000 élèves et étudiants, etc. L'objectif, c'est, vous l'avez dit, d'être au cœur de l'orientation aussi des jeunes, parce qu'aujourd'hui, vous faites le constat que de plus en plus, c'est ce métier, est-ce que c'est considéré comme un métier par les jeunes? Vous allez me le dire, mais d'entrepreneur, ça y est, ça devient une option. Ça devient une option, très clairement, et les pouvoirs publics ont bien compris ça. Et nous, notre mission, alors, je le disais, la création d'entreprises n'est pas une fin en soi. Nous, ce qui est très important, c'est de rendre les jeunes acteurs et entrepreneurs de leur vie. Donc ça, c'est vraiment le contrat qu'on passe avec les établissements scolaires dans lesquels on opère. J'ai oublié de le dire en introduction, mais juste pour vous donner là aussi un peu des idées de l'activité du réseau Entreprendre pour apprendre, c'est 45 000 jeunes par an, donc c'est quand même relativement conséquent. C'est 1900 parcours, c'est 1700 établissements scolaires, 45% de collèges, 35% de lycées, donc il y a un ancrage extrêmement fort. Et dans ce cadre-là, nous, en fait, on se positionne comme un acteur qui porte, entre guillemets, une politique publique qui est celle de l'orientation. On travaille main dans la main, évidemment, avec le NICEP, avec d'autres acteurs de l'orientation, et on considère que on ne peut pas aujourd'hui parler orientation à des jeunes si on n'intègre pas la technologie et le numérique. Aujourd'hui, il y a, je crois, et c'était une étude qui est sortie l'année dernière de Laboria, il y a près de 8 jeunes sur 10 qui utilisent l'IA pour leurs études ou leur orientation. Donc en fait, c'est déjà une réalité. C'est-à-dire que si on continue à regarder les jeunes avec alors je ne parle pas pour vous parce que vous êtes jeunes, mais avec des yeux d'adultes ou d'anciens comme moi, en fait, on n'a rien compris. Donc on se doit à minima d'adapter nos pratiques. Exactement, on doit à minima adapter nos pratiques et puis surtout on doit construire avec les jeunes. Nous, le parcours IA dont je vous parlais, on l'a co-construit avec des jeunes, c'est-à-dire qu'on l'a prototypé dans des territoires, on l'a amélioré et du coup le passage à l'échelle se fait avec le retour d'expérience d'utilisateurs qui sont des jeunes. Donc c'est assez fondamental pour nous de porter cette voie-là et qui est une première brique. C'est-à-dire que là on commence avec 4000 jeunes sur des métiers qui sont l'agriculture, mais vous avez bien compris que c'est duplicable bien sûr. À foison. Et la direction qu'on est en train de prendre avec l'ensemble du réseau, c'est d'intégrer véritablement le numérique et en particulier l'intelligence artificielle dans notre offre pédagogique. C'est-à-dire que dans 10 ans, toutes les mini-entreprises de France, qu'elles soient métropolitaines, exactement. Merci beaucoup en tout cas. Ce que je vous propose, Raphaël, Lisa aussi, c'est de continuer à en parler dans un instant. D'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui, Raphaël Prévost, le directeur national d'Entreprendre pour apprendre. Mais Raphaël, juste avant de reprendre nos échanges, nos discussions passionnantes, on va laisser place à la chronique de Lisa de Bernard qui a une idée derrière la tech. Lisa, au programme avec vous aujourd'hui, vous allez nous parler d'une petite bourde de Google. Il semblerait qu'ils aient dévoilé par erreur une nouvelle intelligence artificielle appelée Jarvis. Et non, ce n'est pas Iron Man qui arrive dans nos smartphones, pour ceux qui n'auront pas la référence. Mais alors, de quoi s'agit-il exactement? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Lisa? Eh bien, c'est une sacrée histoire philippine. On dirait bien que Jarvis, un nom qui, comme vous le disiez, rappelle étrangement l'assistant de Tony Stark dans Iron Man, significatif donc de l'ambition de Google de créer un assistant plus intelligent et plus intuitif, a voulu se faire remarquer déjà. L'IA de Google a en effet fait une brève apparition sur le Chrome Web Store il y a quelques jours, et ce même si son lancement était prévu pour le mois prochain. Une extension liée au projet a été mise en ligne par erreur, puis retirée en urgence, mais le site spécialisé The Information a été plus rapide. Une gaffe que Google n'a pas souhaité commenter pour le moment. Bon, alors cette fuite, est-ce qu'elle a permis de comprendre en quoi Jarvis est justement différent de l'assistant Google ou ChatGPT par exemple? Non, eh bien Jarvis pourrait aller beaucoup plus loin que ses concurrents. Résumé un peu grossièrement, il pourrait prendre le contrôle de vos ordinateurs pour réaliser certaines actions. Imaginez, Philippine, que vous souhaitiez réserver un vol. Jarvis ne se contente pas de donner des options. Il pourrait directement ouvrir des sites, réserver et même organiser le tout dans votre agenda. C'est en quelque sorte un assistant autonome qui gère les tâches pour l'utilisateur sans qu'il ait besoin de naviguer lui-même. Autre exemple, pour les courses en ligne par exemple, Jarvis pourrait aller sur le site, choisir les produits, puis finaliser la commande, encore une fois tout seul. Et en une phrase, ce qui pourrait le faire se distinguer finalement, c'est qu'il ne s'agit plus d'une IA qui se contente de répondre à des requêtes, mais plutôt d'une IA qui agit. Lisa, tout ce dont vous me parlez, c'est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment. Quelqu'un qui me fait mes courses et effectivement qui me prépare mes vacances. Bon, c'est impressionnant. Il va falloir désormais prendre son mal en patience, de ce que j'ai compris, pour en savoir plus sur ce modèle maintenant. Effectivement, puisque même le journaliste de The Information n'a pas pu creuser le sujet, faute aux permissions manquantes au sein de Chrome qui l'ont tout bonnement empêché de tester Jarvis. Un mal pour un bien pour Google qui a pu donc rapidement rattraper le coup en effaçant discrètement l'extension de son magasin et en ayant mis hors ligne le programme. Alors, cette idée d'une IA capable de prendre le contrôle de l'ordinateur, est-ce que c'est vraiment nouveau? Est-ce que Google est le seul à travailler là-dessus? Non, pas du tout. Google est loin d'être seul sur ce terrain. Anthropic, l'entreprise créée par des anciens d'OpenAI, a déjà lancé une fonction similaire pour son intelligence artificielle déjà bien connue, Claude. Au programme de cette nouvelle itération, déplacer un curseur, cliquer et même remplir des formulaires. Au même titre que Jarvis, Claude utilisera donc l'ordinateur pour nous. OpenAI a également annoncé travailler sur un produit de ce type. On assiste donc à une vraie course autour de ces IA semi-autonomes, de ce que je comprends, incapables d'agir comme des assistants numériques complets, en tout cas en ce qui concerne Google. On le rappelle, on parie sur un lancement de Jarvis en décembre, c'est ça? Peut-être même avec Gemini 2.0, la nouvelle version de son IA multimodale, c'est-à-dire en mesure de prendre en charge à la fois du texte, des images et de la voix. Mais attention, en ce qui concerne Jarvis, il est possible que ce service ne soit pas accessible de suite et qu'il reste surtout réservé aux abonnés premium de leur programme Gemini Advanced. Merci beaucoup Lisa, vous serez là en tout cas au cours des prochaines semaines pour bien sûr nous parler du lancement de Jarvis quand il sera cette fois-ci officiel. Merci infiniment pour cette chronique. On lance ensemble la deuxième partie du talk. Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie bien sûr de Lisa de Bernard, notre chroniqueuse, et puis notre invité aujourd'hui, Raphaël Prévost, le directeur national d'Entreprendre pour apprendre, toujours ici sur le salon Educatech, le salon de l'innovation pédagogique, et avec vous. Alors on a parlé effectivement en première partie, vous avez présenté toutes les missions d'Entreprendre pour apprendre, ce lien avec l'intelligence artificielle aussi maintenant qui est au cœur de votre nouveau programme et qui va cartonner, j'en suis sûre. Est-ce que ce programme, il a aussi, parce qu'on parlait d'orientation tout à l'heure, objectif de donner envie aux jeunes de s'intéresser vers les métiers de la technologie et de l'intelligence artificielle? Et si je vais un petit peu plus loin dans ma question, on est ici dans ce salon, il y a des jeunes filles qui traversent les entreprises. Est-ce que justement ces jeunes filles-là, ça fait partie de votre cible aussi? C'est une excellente question. Et à ça, en fait, ça fait maintenant des dizaines d'années qu'Entreprendre pour apprendre s'inscrit vraiment en complément de l'éducation nationale.
Et donc, ce qu'on est en train de bâtir avec le programme sur l'intelligence artificielle s'inscrit totalement dans la stratégie du numérique pour l'éducation, qui a pour objectif évidemment des renforcements de compétences numériques, et ça, c'est pas genré. Et vous avez tout à fait raison de le souligner. S'il faut être plus offensif, et on le sera, et on a déjà des programmes qui ne sont pas directement connectés à l'IA, mais qui travaillent l'égalité homme-femme, c'est des combats qu'on va mener, parce qu'il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de raison de rester, j'allais dire, les bras ballants face à ces déterminismes de genre. Donc ça, c'est un enjeu qui est fondamental, qu'on discute avec évidemment les pouvoirs publics. Parmi aussi les objectifs de ce plan-là, il y a des pratiques pédagogiques innovantes. Donc ça, c'est véritablement aussi pourquoi on va mettre l'intelligence artificielle au cœur de tout ça. Et la dernière brique, et qui est fondamentale, c'est la découverte des métiers. Et là, le programme dont je vous parlais tout à l'heure, il permet à la fois de découvrir des métiers liés à l'agriculture, mais il permet surtout de découvrir des métiers qui sont liés à la technologie et au numérique. Donc c'est véritablement une montée en compétences collectives. Et nous, on a coutume de dire chez Entreprendre pour apprendre qu'on travaille entre guillemets autant pour les jeunes que pour les professeurs, parce qu'au bout du bout, on forme, on accompagne les professeurs, et dans toutes les études d'impact qu'on mène, en fait, on va mesurer l'impact sur les jeunes, mais aussi sur les professeurs. Et on voit que la mini-entreprise, telle qu'elle existe depuis maintenant 30 ans, comme celle qui viendra avec l'intelligence artificielle, elle permet aussi aux professeurs d'améliorer leurs pratiques, de se former exactement, de développer des compétences complémentaires. Et ça, c'est un enjeu, je pense, de politique publique qui est fondamental, sur lequel on travaille avec bien d'autres acteurs. Mais il ne faut surtout pas oublier la valorisation et la formation des enseignants. Et ce virage numérique et technologique, si on n'embarque pas ni les parents, ni les enseignants, je pense qu'on aura loupé en partie notre cible. C'est un enjeu important, effectivement. En termes de résultats, Raphaël, qu'est-ce que vous espérez justement voir chez les jeunes à la fin de ce programme, notamment? Est-ce que c'est justement une direction vers ces métiers techniques et technologiques et d'intelligence artificielle? Est-ce que c'est tout simplement, et c'est déjà énorme, un épanouissement personnel de leur part? Comment vous mesurez quelque part le succès d'un programme comme celui-ci? Je vais répondre à votre question en donnant vraiment les deux volets, j'allais dire, de mesures d'indicateurs qu'on réalise sur l'ensemble de nos programmes. Le premier, vous l'avez très bien dit, c'est sur des indicateurs plus de développement personnel. Donc on va mesurer le pourcentage de jeunes qui ont fait ce programme, qui sont fiers d'eux, qui ont augmenté leur confiance en eux et en l'avenir, et qui ont augmenté leur connaissance des métiers. Je caricature, il y a plein d'autres indicateurs ça développe l'autonomie, l'esprit d'initiative, le travail ensemble, etc. Donc c'est tout ce qui est de l'ordre des compétences psychosociales. Elles sont importantes aujourd'hui, ces compétences, d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites. C'est là très clairement, et je pense qu'il y a aussi beaucoup d'acteurs dans ce salon-là on va dans ce sens-là. Je pense que si on veut vraiment travailler l'égalité des chances, si on veut vraiment donner à chaque jeune, d'où qu'il vienne, la possibilité de s'épanouir, d'entreprendre sa vie et de faire des choix raisonnés, raisonnables, on ne peut pas ne pas regarder en face les compétences psychosociales. Pourquoi? Parce que on peut ne pas avoir la bosse des maths, on peut ne pas avoir la bosse du français, on peut ne pas être forcément très à l'aise dans un environnement plutôt de transmission avec de la notation, mais on peut se révéler être un excellent manager, un excellent leader, un excellent entrepreneur. Et ça, je veux dire, la société dans son ensemble, pour faire société et puis pour avancer, elle a besoin de profils qui sont différents. Donc si on n'a pas la capacité de développer ces compétences-là dès le plus jeune âge, on loupe un tout petit peu le train. Donc c'est vraiment, nous, essentiel, toute cette partie-là. Et le deuxième volet, elle est plus liée au métier en tant que tel. On va poser des questions plus précises sur, effectivement, la connaissance des métiers numériques, la connaissance des métiers agricoles, l'appétence par rapport à ces métiers-là. Et au bout du bout, ce qu'on pose comme question, c'est l'utilité. Parce que nos programmes, ils ont un seul but, vraiment, et à chaque fois j'utilise cette définition-là parce que je trouve qu'elle est très belle, nous on répond à un besoin essentiel non couvert. Et ça, c'est une autre définition de l'intérêt général. L'éducation nationale, elle fait un boulot formidable pour amener 90% des élèves jusqu'au bac, les orienter, leur donner la possibilité de développer leurs compétences, d'apprendre des choses, etc. Mais il y a 10% sur lesquels en fait, il faut raisonner un peu différemment et en complément. Et ces 10%-là, c'est le périmètre et le champ sur lequel nous aussi, on agit parce que si on ne répond pas à ces besoins essentiels non couverts, on ne travaillera pas bien la mission d'égalité des chances et on ne travaillera pas bien à faire en sorte que chaque citoyen se sente bien dans sa tête, bien dans sa peau, bien dans son corps et soit un acteur d'une société plus juste et plus durable. Et Dieu sait effectivement que
que c'est absolument important. L'accessibilité d'ailleurs, vous en parliez, l'égalité de chance, etc. L'accessibilité numérique, c'est au cœur aussi des discussions du salon ici où on se trouve. C'est pas toujours évident d'inclure des jeunes de milieux divers ou alors éloignés de ces compétences numériques auxquelles vous les formez. Ça vous tient à cœur malgré tout. On a une approche qui est extrêmement ouverte, c'est-à-dire que sur l'ensemble de nos parcours, et en particulier le parcours qui intègre l'intelligence artificielle, on s'adresse à tout le monde. Et on est au début d'une histoire. Et je pense que l'étape d'après, ce sera véritablement de pouvoir aller un cran plus loin sur la mixité, l'échange et le partage des bonnes pratiques. Et en fait, je pense que ce type d'outil, ce type de technologie va nous permettre d'accélérer aussi ce brassage-là et cette diversité-là. Vous avez des chiffres, vous avez dit tout à l'heure que Entreprendre pour apprendre, enfin, cette histoire a commencé il y a 30 ans maintenant. Est-ce que vous savez combien parmi ces jeunes qui ont démarré à l'école, quelque part au collège, une mini-entreprise, combien d'entre eux sont devenus entrepreneurs aujourd'hui? Alors là, j'ai pas de chiffres à vous donner. C'est vrai. Ce serait intéressant en fait de les avoir, de savoir quel impact ça a pu avoir. Alors ça nous est posé, la question nous est posée par beaucoup de monde. Ah oui. En fait, on est juste respectueux après de la loi et des données personnelles de jeunes en collège ou en lycée, on ne va pas les garder et on ne va pas les utiliser. Donc en fait, on a une façon de suivre, pour répondre très concrètement à votre question, c'est qu'on a un réseau d'alumni. Donc, qui est aujourd'hui naissant, il y a 500 jeunes alumni, donc qui sont des mini-entrepreneurs, qui ont fait des parcours et qui en fait, se sont structurés en association. Et donc eux, on peut les suivre parce qu'ils ont adhéré à une association. Mais sinon, les jeunes, en général, ce qu'on fait nous, c'est on considère qu'on a une zone de génie qui est collège et lycée, qui est sur l'orientation. On n'est pas tant positionné que ça sur l'insertion ou sur la création d'entreprises. Par contre, on a beaucoup d'amis dans notre écosystème, avec des associations, et exactement, qui sont des financeurs, qui accompagnent les jeunes s'ils ont envie d'aller un petit peu plus loin dans leur projet. Le salon Educatech insiste cette année sur l'idée de se reconnecter. C'est le grand thème principal de cette 28e édition. On en a besoin aujourd'hui dans notre société, dans notre école, chez les jeunes aussi que vous rencontrez quotidiennement de par vos activités, de se reconnecter dans l'éducation. En quoi ce projet, par exemple, que vous avez et ces nouveaux programmes, ils permettent justement aux jeunes de se reconnecter les uns aux autres quelque part autour d'un défi commun? On a au cœur de la mission pédagogique d'Entreprendre pour apprendre un mot qui est la coopération. On a une conviction profonde qu'on peut très bien apprendre tout seul, c'est possible, formation initiale ou continue, il n'y a pas de... Voilà. Mais quand même apprendre avec des tiers et des pairs, c'est un effet multiplicateur. Oui. Donc nous, on a vraiment au cœur de notre offre pédagogique le fait de libérer un potentiel, de développer des compétences, mais ça se fait dans un cadre collectif. Et ça, c'est essentiel parce que, au-delà effectivement de l'effet de levier que ça a sur les compétences, en fait, c'est une façon aussi de fédérer, d'éviter la fracturation, de brasser et de travailler encore mieux l'égalité des chances. Pour éviter que chacun, entre guillemets, s'enferme dans son ghetto, dans son territoire et ne voit pas l'altérité. Et on se positionne, nous, véritablement comme un tiers de confiance qui va mettre en relation des acteurs pour pouvoir travailler en équipe au service de la jeunesse. Et c'est important, effectivement, et je crois qu'on est beaucoup à acquiescer en plateau et même derrière, justement, en disant oui, c'est important. Raphaël, l'école du futur, vous savez, c'est le nom de cette émission, elle ressemble à quoi selon vous dans 5, 10 ans, à l'ère de l'intelligence artificielle? Si vous deviez la définir, est-ce que vous savez à peu près à quoi elle devrait ressembler? Si je devais l'imaginer ou la rêver, elle ne serait pas fondamentalement différente de celle d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a déjà, je pense, tous les germes et tout le potentiel pour y arriver. Donc c'est plus une révélation qu'une révolution. D'accord. Elle serait structurée autour d'une mission fondamentale qu'est l'égalité des chances. Pour moi, l'éducation, c'est vraiment, je dis à chaque fois, un bien commun. Il y a une responsabilité collective derrière l'éducation. Donc vous, moi, en tant que parent, en tant que salarié, qu'on travaille dans le public, dans le privé, on a tous une responsabilité derrière ça. Et donc si on s'y met tous, si on respecte ce que fait l'éducation nationale et qu'en complément, on va apporter des solutions qui sont plus rapides, plus agiles, plus adaptées aussi, parce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué et je serais ravi qu'on en parle à un autre rendez-vous dans l'école du futur, qui sont les besoins spécifiques. Il y a véritablement une opportunité exceptionnelle avec le numérique et la technologie, c'est la capacité à personnaliser les apprentissages. Et qu'au-delà du tronc commun
essentielle et du squelette et de la colonne vertébrale que nous fournit l'éducation nationale, qui doit elle aussi évoluer et former les enseignants à ça, il y a des besoins spécifiques pour aider encore plus ceux qui en ont le plus besoin, qu'on parle de freins territoriaux, de freins sociaux, de handicap. Et ça, moi j'ai eu une conviction profonde, c'est que la technologie, elle a un rôle essentiel pour faire en sorte que l'égalité des chances soit plus un 20 mots sur un papier, mais ce soit une réalité pour chacun d'entre nous. Et justement, la technologie, vous la mettez au cœur justement de ce nouveau programme qui s'appelle Mini-entreprise IA, c'est bien ça? Raphaël Prévost était notre invité aujourd'hui, directeur national d'Entreprendre pour apprendre. Merci infiniment Raphaël d'avoir été parmi nous aujourd'hui en direct justement d'Educatech, le salon de l'éducation et de l'innovation pédagogique, 28e édition cette année. Merci aussi à vous Lisa de Bernard d'avoir été parmi nous aujourd'hui, c'est toujours un plaisir de vous avoir. On se retrouve la semaine prochaine, merci à vous de nous avoir suivis et puis nous on se donne rendez-vous demain, même lieu, même heure, 12h30. D'ici là, prenez bien soin de vous.